Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Comment se prépare la rentrée des classes prévue le 3 octobre? C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Comme vous le savez, la rentrée des classes est prévue le lundi prochain au Mali. Mais un doute plane sur la reprise des cours le 3 octobre dans la région de Kaï et le district de Bamako. Les enseignants de ces régions et le gouvernement n'ont toujours pas trouvé un consensus. À quoi faut-il donc s'entendre pour lundi prochain? Comment faire face aux défis éongés? Pour en parler, nous avons avec nous Abdoul Kassoum Touré de l'Association des promoteurs des écoles privées agréées du Mali, Maki Diassana des syndicats grévistes signataires du 15 octobre, Daouda Sako de l'Association des parents d'élèves. Je suis Maria Moussahari, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, à Kaï, la synergie d'enseignants du 15 octobre exige le départ du DAE, le directeur de l'académie d'enseignement de Kenyeba, et à Bamako, la coordination revendique des rappels de paiement. Comment se prépare donc cette rentrée des classes, M. Diassana? Madame, merci beaucoup pour votre invitation. Mais d'entrée déjà, si vous dites syndicat gréviste, je ne partage pas ce nom. D'accord. Je suis quand même syndicat. Syndicat de la, disons, syndicat gréviste ou bien comment voulez-vous qu'on vous appelle? La coordination des syndicats signataires du 15 octobre 2020 du district de Bamako. Du district de Bamako. D'accord. Coordination des syndicats signataires du 15 octobre. Maintenant, pour revenir à votre question, comment se prépare la rentrée? Nous, syndicalistes, je ne sais pas si la personne qui doit répondre à cette question-là est bien ma personne, je me demande. Nous sommes des partenaires et nous allons rester des partenaires. Maintenant, peut-être que la question est de voir par rapport à notre préavis déposé. Il s'agit par rapport à votre préavis déposé parce qu'en temps, le gouvernement dit qu'il y a eu, disons, une rupture dans les discussions. Bon, quand le gouvernement me dit qu'il y a eu rupture des discussions, moi je suis surpris. Moi je suis surpris parce qu'il y a juste 2-3 semaines, nous étions... On dit depuis le mois d'août, les discussions se sont arrêtées. Ben, il va falloir que vous clarifiez la position. Peut-être que vous parlez de la synergie nationale et peut-être que vous faites allusion à l'article 39. Alors qu'aujourd'hui, le débat, c'est par rapport au rappel de 2017, de 2019 et de 2020. Et si c'est le cas, c'est la coordination du district de Bamako qui est en train de gérer, de s'occuper de cette question. Et là, la coordination du district de Bamako a eu à entretenir des démarches auprès des différentes autorités, notamment le gouvernement du district de Bamako, que je salue ici, la DRB, la direction régionale du budget aussi, les CECAP, les chefs de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Et la dernière rencontre, c'était même la semaine dernière, avec le gouverneur et avec les chefs de cabinet. Donc ici déjà, on me parle que le gouvernement est en rupture. Parce que je me base sur ce que le Ségal Kinan nous a dit hier. Kinan Aggadeda qui nous dit qu'il n'y a pas eu de discussion par rapport à ça avec vous. Ben, si Kinan dit ça, peut-être que Kinan fait allusion à la synergie nationale, comme je l'ai dit une fois de plus. Alors, où est-ce que vous en êtes dans la discussion pour la reprise des cours? Pour la reprise des cours, nous, on n'a pas fait de discussion par rapport à ça. Mais quand même, on a eu à faire des discussions par rapport à nos arriérés de salaire. Les avancements, les rappels de 2017, comme tu l'as dit, parce que dans certaines écoles, c'est 2017, notamment le lycée Fridabo, d'ailleurs où on parle de prescription. Ensuite, pour les autres, tantôt c'est 2019, tantôt c'est 2020. Donc, on est à ce niveau-là. Alors, évidemment, on a procédé à des démarches par-ci, par-là. On a eu des rencontres par-ci, par-là, à écouter les discours. On a tout de suite l'impression de croire que d'une minute à l'autre, les choses vont être décantées. Mais malheureusement, les jours passent, les minutes s'égrènent et rien ne bouge en fait. Peut-être que nous sommes toujours dans un pays de discours
Peut-être que, comme dit l'autre, le Malikoura est toujours en téléchargement, peut-être, parce que c'est toujours les mêmes pratiques, les mêmes discours, les mêmes beaux discours, mais les actes ne suivent pas. Et malheureusement, si c'est le cas, nous, syndicats signataires du 15 octobre 2016, surtout pour la coordination du district de Bamako, on est obligé de prendre notre responsabilité. Donc, quelque part, quelqu'un l'a dit dans les coulisses, quand on est obligé d'aller en grève, là, on n'a plus le choix d'aller à la grève. Peut-être que ça devrait être la dernière arme. Et apparemment, ça a été le cas parce que nous avons jugé de toutes les voies et moyens. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a rien à faire. Monsieur Abdoul Kassoum Touré, vous venez d'entendre la coordination des syndicats signataires du 15 octobre. Au niveau des écoles privées, comment se prépare cette rentrée scolaire 2022-2023 ? Merci madame, merci de m'avoir donné l'opportunité quand même de se prononcer sur ce sujet très sensible. Donc pour la rentrée 2022-2023, un calendrier a été élaboré. Donc à l'issue de ce calendrier, c'est la date du 3 qui est retenue comme le démarrage effectif des cours au niveau de l'ensemble des établissements du secondaire général à la maternelle. Donc officiellement, c'est cette date-là qui est retenue. Donc nous avons un statut particulier parce que nous sommes dans un truc statutaire. Nous sommes partenaires et acteurs du système éducatif. Nous ne sommes pas des syndicats. Donc nous venons en complément. Et notre mission est une mission publique qui s'adosse maintenant au principe de l'État. Donc l'État est dans son rôle régalien de fixer les dates de rentrée scolaire, les évaluations, la tenue des examens, la proclamation des résultats et jusqu'à la délivrance des diplômes. Nous les accompagnons dans cette mission-là. Donc s'ils disent le 3 est prévu pour la rentrée, ça veut dire de facto, nous aussi, on doit se préparer quand même pour respecter cette date. Vous devez vous préparer. Est-ce que vous êtes prêt pour cette rentrée-là? Tout est bon avec vous? Non, il y a des difficultés. Et je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler avec Madame le ministre, avec le membre du cabinet à plusieurs reprises. Parce que quand on parle de rentrée scolaire, il y a quand même des commodités à remplir. Une rentrée scolaire ne s'improvise pas comme ça, il y a des préalables. Et nous ne sommes pas dans les prédispositions de ces préalables pour plusieurs raisons. Déjà, avant d'aller dans ces réseaux-là, quelles sont ces commodités, ces préalables-là? Ces préalables, le minimum, c'est de rendre accueillant, attrayant nos structures scolaires. Parce que les enfants et les parents doivent être mis en confiance le premier jour quand ils viennent. Ils sentent quand même que la salubrité de l'établissement est effective. Ensuite, s'assurer aussi qu'il y a de l'eau courante et l'électricité. Ensuite, tenir les conseils des profs. Se préparer aussi pour doter les enfants en fourniture scolaire. Donc, noircir les tableaux et réparer les tableaux cassés. Donc ça, c'est des préalables. Tant que ces préalables ne sont pas à hauteur de souhait, il y a des soucis. Voilà. Est-ce que ces soucis pourraient empêcher, disons, l'ouverture des classes le lundi prochain? Ces soucis peuvent impacter négativement sur la rentrée. Parce que le souci majeur qu'il faut sauvegarder, c'est d'avoir une rentrée paisible. Donc au-delà de ce que je viens d'énumérer, il y a d'autres soucis. Parce que nous sommes prestataires de services. Ça veut dire que nous avons des gens qui sont engagés dans nos structures, donc à qui nous devrons des retards de salaire. Nous avons des fournisseurs aussi qui nous accompagnent, qui nous aident à doter les enfants, parce que c'est nous qui préfinançons l'année. Tous les équipements que nous mettons à la disposition des enfants ne sont payés que sur les demi-bourses de l'année en cours. Donc nous préfinançons l'année. Donc on est obligé de trouver des fournisseurs qui peuvent nous doter quand même en fourniture scolaire. Ensuite, il y a beaucoup d'établissements qui sont en location. Donc il y a les charges locatives. Et on s'est toujours dit que l'État est solvable. Et c'est ce qui fait que les contrats généralement qui nous lient avec ce bailleur sont des contrats qui sont élaborés sur 1 an. Quand un locataire attend 1 an pour être payé, et qu'on dit qu'il doit commencer la nouvelle année scolaire sans être payé, c'est compliqué.
Bon, au niveau des institutions financières aussi qui nous accompagnent en termes de salaire pour pouvoir nous permettre quand même de soulager nos enseignants pendant l'année scolaire, il y a une limite. Les contrats qui nous liaient avec ces partenaires financiers, c'était d'octobre au 30 juillet. Mais maintenant, avec les retards accusés d'année en année, on a demandé aux banquiers maintenant de repousser ça jusqu'au 30 septembre. Donc à partir du 30 septembre, s'ils ne sont pas payés, c'est la pénalité qui tombe. Or, à la date d'aujourd'hui, en termes de paiement des frais scolaires et des demi-bourses, à Bamako, il n'y a pas un franc de payé. À Ségasso, il n'y a pas un franc de payé. À Tombouctou et à Gao, un franc de payé. Et dans les autres localités, maintenant, c'est timidement dans les frais scolaires au niveau de l'enseignement secondaire général. Mais ce qui concerne les techniques professionnelles, il y a un franc de non. Et les demi-bourses aussi sont en souffrance. Donc c'est pour dire que financièrement, nous sommes dans une situation insoutenable pour une bonne rentrée apaisée. Daouda Sako, vous venez d'entendre vos co-débatteurs, Abdoul Kassoum Touré qui dit que la situation est insoutenable parce qu'il y a des préalables et des commodités qui ne sont pas d'abord, disons, qui ne sont pas encore prêts pour eux. Et il y a une grève également qui pointe son nez pour la reprise dans la région de Kayi et le district de Bamako. Quel regard faites-vous de cette situation-là? Merci pour m'avoir donné encore l'occasion de parler sur la problématique de l'ouverture des classes au Mali. Et aussi remercier tous ceux qui appuient le système scolaire pour sa bonne marche. Parce que nous, en tant que parents d'élèves et étudiants du Mali, nous n'avons pas beaucoup d'objectifs. Nous sommes là pour les enseignants et pour les élèves. Et tout ce qui peut éloigner les enfants de l'école et tout ce qui peut éloigner les enseignants de l'école, alors ça sont des éléments, des actes qui ne sont pas compatibles avec nos activités en tant que parents d'élèves. Parce que notre souhait, c'est toujours que les enseignants soient dans les conditions idoines pour exercer leur métier, que les enfants soient à l'école pour recevoir le meilleur enseignement. Ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Après avoir entendu le représentant du syndicat de Kayi, c'est ça, hein, de Bamako, Maki Diassana. Et mon ami Touré, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts sur les problèmes de l'école, il est évident que cette ouverture est très problématique. Pas plus tard que le 21 septembre, j'étais toujours ici sur ce même problème d'ouverture des classes. Et la seule région de Ségou, parce qu'on a eu le contact avec le directeur d'académie de Ségou, il y avait près de 153 écoles qui ne pouvaient pas ouvrir. Et près de 15 000 élèves qui ne pouvaient pas commencer. Ça, c'est la seule région de Ségou. Ne parlons pas de Mopti, ne parlons pas de Gao ou autre. Et même peut-être tout près, Banamba, j'ai entendu qu'il y a eu des menaces sur l'ouverture des écoles par les terroristes. Ils ne veulent pas que ces écoles-là ouvrent. Cependant, les médecins forchent. Donc, ils autorisent l'ouverture des médecins. Bon, les fermetures des écoles, c'est dû à plusieurs facteurs. Hein. Bon, il y a d'abord l'insécurité, mais aussi l'hivernage persiste. Donc, beaucoup de ces écoles sont dans les zones d'inondation. Ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'il faut les déplacer? Parce que nous avons demandé, en tant que représentants des parents d'élèves, que notre souhait est quand même que tous les enfants commencent en même temps. Que les écoles ouvrent, mais que toutes les écoles ouvrent en même temps. C'est notre souhait. À défaut de cela, il faut prendre des mesures qui puissent faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas commencer en même temps que les autres, qui puissent être appuyés pédagogiquement autrement. Soit avec des cours de rattrapage, ou alors s'il est possible de les déplacer, etc. Mais il ne faut pas les abandonner. Parce qu'en abandonnant ces élèves, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si le directeur d'académie de Ségou parle de 15 000,
Le directeur d'académie de Mopti parlera de combien? Alors, si ces enfants sont laissés, sont abandonnés dans la rue, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ils vont grossir le lot des terroristes et autres. Et c'est ce qu'il faut, nous, en tant que parents d'élèves, c'est ce que nous créons. Donc, à ce stade, mais personne n'est sauvé. Quand un nombre extrêmement élevé de nos enfants se retrouvent dans la rue, pour motif d'insécurité, ou alors motif d'intempéries, etc., ou alors de grève des enseignants, alors les conséquences sont dramatiques. Et pour la société, et pour les enfants qui vont être obligés d'adopter des comportements non adaptés au développement du pays, ou alors à la tranquillité sociale, alors qu'ils vont être des menaces pour la tranquillité sociale. Nous, c'est ce que nous voulons que cela soit évité. Parce que, même si vous parcourez les rues de Bamako, mais tous ces enfants qui sont des sireurs, ou alors qui parcourent, qui sont au niveau des feux de signalisation, etc. Mais j'ai eu à poser la question à beaucoup d'entre eux, mais ce sont des élèves. Mais ils se disent prêts à abandonner l'école parce qu'ils disent que l'école ne fonctionne pas. Aujourd'hui, peut-être 500 francs, ça peut leur suffire, mais quand ils vont avoir 15 ans, 20 ans, ils vont demander 5000 francs autres. S'ils ne l'ont pas, ils vont être agressifs. Et qui va être épargné? Personne. Alors c'est pourquoi l'école, c'est une institution extrêmement sensible pour nous. Très sensible. Et que l'État doit s'investir de façon rigoureuse, de façon à ce que les enfants trouvent les meilleures conditions pour apprendre et être les responsables de demain, et sous la direction des enseignants bien formés pour ce métier et se trouvent aussi dans les conditions pour exercer leur travail. Ça, ce sont les suggestions et les vœux des parents d'élèves. Parce que la situation ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez soulevé aussi le problème, je ne sais pas, de l'académie, du directeur d'académie de Caille, autre là. Bon, peut-être qu'on va en parler. Donc, en réalité, nous voulons une école apaisée et performante. Et c'est pourquoi cette commission même pour une école apaisée et performante est dirigée par un membre de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Nous œuvrons pour que notre école soit performante et apaisée. Nous invitons tous les partenaires de l'école à collaborer de manière à ce que cet objectif-là puisse être atteint. Nous travaillons autant avec le secteur public qu'avec le secteur privé. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec le secteur privé. Et au niveau du public, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement le caractère humain qu'il faut voir, mais si vous voyez l'état de délabrement des écoles. Et justement, nous allons parler avec le syndicat qui est là. Je me suis promené dans certaines écoles, surtout à l'école Mouadou Konaté, qui est vraiment une école qui doit être vraiment une référence. Une référence. Mais ce n'est pas possible. On se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut donner des cours dans des classes dans cet état? Des toilettes qui ne sont là que de nom. Hein? Mais ce n'est pas possible. Donc il y a tous ces problèmes que vraiment les collectivités, l'État doit avoir pour que vraiment nos écoles vraiment soient vraiment des espaces où il fait bon vivre. Et on a plaisir à y travailler, à y apprendre. Ça, c'est ce que nous, en tant que parents d'élèves, nous demandons autant aux collectivités qu'à Monsieur Diassana, Daouda Sako vient de toucher, écorcher tout à l'heure le mot. Est-ce que les classes sont suffisamment prêtes aujourd'hui pour recevoir les enfants en tant que syndicat? En tant que syndicat, il sera très très difficile pour moi encore une fois de plus de répondre à ça. Mais vous êtes enseignant, est-ce que l'État déjà, est-ce que en tant qu'enseignant et syndicat surtout? Pour ne pas me mixer dans les affaires courantes de l'autre, c'est pourquoi j'ai la difficulté à y répondre à cette question-là. Sinon, vous l'avez dit, en tant qu'enseignant, ma vie c'est l'école. En tant qu'enseignant, je me demande si nous sommes ou si nous vivons les mêmes réalités, nous enseignants,
nous, parents d'élèves, et les autorités en charge de l'éducation aujourd'hui. Parce que je me dis, à écouter les deux co-débatteurs, vous avez remarqué avec moi qu'il n'y a que des problèmes. Et des problèmes apparemment auxquels on n'est pas prêt à faire face d'ici le 3. En venant au problème donc, comme je l'ai dit à l'introduction, à Caille, la rentrée risque de ne pas être effective. Pouvez-vous nous parler du cas spécifique de Caille? Le cas spécifique de Caille relève des examens passés, notamment le baccalauréat 2021-2022, et précisément à Kenyeba. À Kenyeba, où un surveillant, lors des examens de baccalauréat, a autorisé une candidate à accéder à sa salle d'examen sans pièce d'identité, chose qui n'est pas réglementaire. Et lorsque le truc a été fait, le surveillant en question a été voir le président du centre pour expliquer la situation, parce que ce surveillant-là connaissait déjà l'élève en question pour avoir encadré l'élève pendant presque 5 ans dans son établissement. Donc physiquement, le surveillant en question le connaissait l'élève en question. Et tout de suite, quand il est parti demander l'avis du président du centre, et lorsque j'étais en discussion, je ne sais pas comment est-ce que le directeur de l'académie a été informé, et subitement il a fait son entrée pour vérifier salle par salle, ensuite tomber sur la fille et demander où est la pièce d'identité de la fille, et la fille reconnaissant le fait, tout de suite a été fait sortir par le directeur de l'académie. Ensuite, vous connaissez tout le reste de l'histoire, on ne va pas faire l'historique ici. Nous, enseignants, on est d'accord que notre camarade a fauté. Mais moi, je me demande, à base de quoi le directeur de l'académie s'appuie pour aller déférer les camarades qui est un ancien collègue à lui. Parce que le directeur de l'académie, aujourd'hui, il est directeur. Hier, il était décap, mais avant-hier, il était enseignant. C'est malheureux. L'ennemi de l'enseignant au Mali, c'est l'enseignant lui-même. Moi, aujourd'hui, qui suis enseignant, qui défend aujourd'hui les enseignants, il suffit de me nommer peut-être quelque part pour que je me retourne contre ces mêmes enseignants-là. C'est malheureux, mais malheureusement, les pratiques ont montré ça comme ça. Moi, je me dis, si notre camarade a fauté, réglementairement parlant, quel est le cas qui a été prévu pour ça? J'allais en venir, selon les règles, qu'est-ce qui est selon les sanctions? Selon les règles, oui. D'abord, en quoi les directeurs de l'académie font faire irruption sans prendre contact d'abord avec le président du centre? Comment? C'est le président du centre qui est le premier responsable du centre en matière d'examen. Donc, toute décision que lui, il allait prendre, il allait concerter d'abord le président du centre. Et ensemble, ils vont prendre une décision. Tantôt, nous, on dit qu'on est un pays traditionnel, on est un pays social, et quand on met le social au devant, tout de suite, on a des problèmes. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Le surveillant qui a accepté l'élève en classe, c'est le côté social qui a joué, qui a pesé. Et surtout qu'il était prévu que l'élève en question amène les pièces après. D'accord, je ne veux pas défendre ça. Mais est-ce que réellement ça devrait aller en prison? Donc on a vu que lorsque les syndicats, la synergie locale de Kenyeba a pris attache avec le directeur de l'académie en question, ce dernier dans son bureau a reconnu que juste il va retirer la plainte, que c'est juste un truc passager. Donc il a berné comme ça les syndicats. Et les syndicats voulant prendre même les examens de toute la région des Cailles, finalement les autorités, avec l'implication et les discours du directeur de l'académie, les syndicats ont cru à ces discours-là. Et finalement, le monsieur a passé plus de combien de jours en prison pour seulement vouloir arranger quelqu'un, même si ce n'est pas normal. Alors, est-ce que réellement on devrait arriver à ce point-là? Donc, on s'est dit que déjà, le climat n'est pas bon entre nous déjà.
Parce qu'il n'y a plus de confiance. Tu nous dis non, il n'y a pas de problème, on va gérer ça à l'amiable, allez-y à vos surveillances. Et après, c'est le contraire qu'on voit sur le terrain. Donc nous, on s'est dit que c'est directeur de l'académie, s'il reste, il n'est pas avec les enseignants. Et un directeur de l'académie qui n'est pas avec ses enseignants, je me demande comment il peut le faire. Et lui-même, pour sa sécurité, de par ce que j'ai entendu, pour sa sécurité, lui-même devra demander à être relevé. Parce que j'ai appris la dernière fois, quand il devrait quitter Kenyeba pour Bamako, il a demandé à être escorté. En ces temps pour dire que lui, sa vie est menacée là-bas. Donc, quelque part, le syndicat est en train de se battre pour lui-même. En venant donc au cas de Bamako, les arriérés s'élèvent à combien et s'étalent sur combien de temps? S'élève à presque 1 milliard. Je dis presque 1 milliard, ça ne vaut pas 1 milliard. Mais bon, je ne suis pas un technicien à la matière. Peut-être que le DRIB, le ministère des Finances pourra vous donner la somme exacte. Pour combien d'années? Je dis depuis 2017 pour les uns, 2019 pour d'autres et 2020 pour autres. Et on est en 2022 déjà. Daouda Sako, vous venez d'entendre la coordination des syndicats signataires du 15 octobre. Quel est votre regard sur ces deux points, le cas spécifique de Bamako et de Kaï? Que faut-il aujourd'hui pour éviter cette grève-là d'ici le lundi prochain? Non. Quand les anciens vont en grève, ils ont des doléances. Les doléances sont là. Il n'y a pas autre chose que de satisfaire ces doléances autant que faire se peut. Si l'État est préparé à donner ce que les anciens demandent, nous, en tant que parents d'élèves, c'est ce qui nous soulage. Dans le cas contraire, quand même, il faut un langage de vérité que les deux parties doivent se tenir. Parce que quand il n'y a pas la confiance entre les deux parties, alors le problème n'est pas résolu. L'État a sa programmation, mais les anciens aussi ont leurs problèmes. Donc, il faudrait qu'il y ait des rencontres beaucoup plus fructueuses, des rencontres beaucoup plus avancées, pour sécuriser quand même, pour mettre en confiance les syndicats des enseignants, même si ça doit être payé en retard. Donc, il y a cela. Il faudrait donc que ces enseignants aussi, j'ai eu l'occasion toujours de le dire, que c'est un métier extrêmement sensible, parce que ça touche toute la société. Tout le monde est parent d'élèves. Alors, même si les enseignants ont raison, quand nous voyons les enfants dehors, alors ça nous donne des pincements au cœur. Donc, c'est quelque chose que nous ne voulons pas envisager. Donc, tout ce qui peut mettre les enseignants en classe et les élèves à l'école, alors c'est ce que nous souhaitons. Et nous invitons l'État vraiment à faire en sorte que nous puissions être dans cet état de fait que les enfants soient à l'école et que les enseignants reprennent le chemin de l'école. Pour le problème de Kenyeba, là, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai été président de centre d'examen de 2001 jusqu'à 2018-2017 et coordonnateur des centres d'examen. Mais ce que je n'ai pas apprécié, le président du centre est le premier responsable du centre d'examen. Tout ce qui est anormal, il doit être communiqué. Un enseignant surveillant de salle n'a aucun droit d'accepter quelqu'un dans une salle en situation irrégulière. Aucun droit. L'élève ne doit même pas entrer en salle tant qu'il ne satisfait pas aux conditions d'examen. L'élève, dans ces conditions, est conduit par un des surveillants au président du centre. Il expose le problème et le président du centre prend la décision qu'il faut. Aucun surveillant. C'est pourquoi il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'organisation de nos examens. Ce qui est exigé, avant chaque examen, avant chaque épreuve, le président du centre rencontre les surveillants 1 ou 2 jours avant le début des épreuves pour faire une lecture correcte
la police de surveillance et du règlement des examens et que tout le monde s'en approprie. Mais quand je quittais, alors certains venaient, mais beaucoup ne venaient pas aussi. Donc ils partaient dans les salles de classe sans avoir l'information qu'il faut pour que les examens soient crédibles. C'est ce qui amène ce genre de débordement. Ce n'est pas parce que, bon, moi je connais un élève ou une élève à qui je donne des cours. Ce n'est pas suffisant pour que moi je l'admette en classe. Parce que c'est un examen ici maintenant national. L'examen n'appartient pas aux surveillants. L'examen est national. Donc c'est au président du centre. Bon, là où je ne comprends pas ça, c'est l'irruption du directeur d'académie. Parce que jusqu'à présent, moi je n'ai pas travaillé avec le directeur d'académie pour ce genre de situation. En tant que président de centre, j'ai les textes et je les applique. Bon. Et ce problème, si une grève devrait se faire pour ça, je crois que vraiment il faut arrondir les angles. Un enseignant, fût-il le directeur d'académie ou autre, pour moi il reste toujours un enseignant. Le collègue dit un enseignant est l'ennemi de l'enseignant. Moi je crois que j'ai été inspecteur général, je crois que je n'ai jamais été ennemi des enseignants. Et d'abord, je ne me sens à l'aise que quand je suis avec les enseignants. Alors donc, il faudrait qu'ils arrondissent les angles de manière à ce qu'il y ait un peu plus d'accalmie. Parce que ce genre de situation, en voulant aller juste toujours vers les textes, ça amène des rallonges, de la frustration. Alors, ce camarade qui se trouve en prison, est-ce qu'il est toujours en prison? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a été libéré? Bon, je ne sais pas. Liberté provisoire. Hein? Il dit qu'il est en liberté provisoire. Mais moi, je me pose la question, mais est-ce que tout ce problème-là est lié uniquement au fait que l'élève n'avait pas sa pièce d'identité? C'est ça. Alors, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai... Ok, d'ici la réponse à cette question, on va donner la parole à Abdoul Kassoum Touré. On sait que les grèves, il y en a moins ou presque pas dans les écoles privées, mais sont-elles touchées par l'insécurité? Bon, par rapport à l'insécurité, je pense que c'est vrai que les écoles privées sont au niveau de toutes les académies du Mali, mais il y a des localités où il n'y a pas d'établissement privé. C'est uniquement des écoles publiques qui sont dans ces localités-là. Et à notre connaissance, c'est du côté de Tombouctou qu'il y a un établissement privé où on nous a signalé la fermeture. Et ce problème-là a été même évoqué lors d'une réunion au cabinet. On a demandé si on pouvait prendre des dispositions. Ils ont été très clairs à la matière. Vouloir prendre des dispositions dans ce sens-là, c'est exposer les enfants à des risques. Or, tout ce que nous faisons, c'est de protéger l'intérêt supérieur des enfants. Donc, à part ce seul cas isolé, sur l'étendue du territoire, nos camarades ne sont pas menacés quand même par l'insécurité. Parlons à présent des agréments pour les écoles privées. Comment on les obtient? C'est un processus. Parce que déjà, il y a un texte qui est là, qui précise les différentes démarches pour avoir l'ouverture, la création et l'ouverture. Donc, ensuite, le niveau des responsabilités. Si c'est au niveau du fondamental, ça c'est au niveau CAP. Si c'est au niveau du secondaire, ça c'est au niveau académique. Ensuite, au niveau national. Et ensuite, ça vient à l'inspection générale, au cabinet, ensuite au secrétariat général du gouvernement. Il y a un processus. Donc, c'est en deux phases. Mais c'est la création qui précède l'ouverture. Parce que la création est beaucoup plus dans les trucs, dans la papasserie, parce que ça des papiers, etc. Mais l'ouverture, quand même, repose sur des constats réels. Parce que pour la création, vous établissez un plan, vous avez les programmes, vous avez les volumes horaires, vous avez les dossiers d'enseignants, etc. Donc ça, c'est la forme. Mais maintenant, pour l'ouverture, il faut que ce plan-là soit conforme avec l'établissement que vous allez présenter physiquement, avec les dénominations. Si vous dites que vous avez 6 salles de classe, il faut qu'on arrive à constater 6 salles de classe. Si vous dites maintenant vous avez 2 ateliers maintenant là, il faut qu'on arrive à avoir ces 2 ateliers, l'administration scolaire, les toilettes, la cour, etc.
Donc ça, c'est des préalables qui sont là. Et au-delà de cette considération aussi, il y a la possibilité, comme on le demande chaque fois, de déposer une garantie qui peut assurer au moins le fonctionnement de l'établissement pendant 3 mois. Donc ça, c'est un fonds. On s'est dit, vous n'avez pas encore démarré, vous ne savez pas combien vous serez comme charge, mais ça veut dire qu'il y a une délivrance d'un chèque qui est là, qu'on met à dépôt maintenant pour pouvoir sécuriser un peu le fonctionnement des établissements. Qui peut ouvrir une école privée? À la date d'aujourd'hui, les textes qui sont en vigueur, n'importe qui peut être promoteur d'école. N'importe qui peut être promoteur. Et qu'est-ce qui fait, pour nous expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui nous rencontrons beaucoup d'écoles qui n'ont pas, comment dire, les agréments nécessaires. Le dernier cas en acte, ce sont les examens pour le BT en santé où des élèves ont été exclus de la salle. 300 élèves, 300 étudiants. Bon, ce problème d'acte que vous venez de poser, ça c'est à tous les niveaux. Depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Le supérieur a commencé un travail d'assainissement. Ils sont en train d'assainir un peu dans leur rang. C'est ce qui a amené que ces enfants-là n'ont pu être présentés à ces examens. Après ça, maintenant, ils ont produit même une liste d'établissements où ces établissements n'ont pas de documents qui sont en règle. Donc, mais niveau secondaire général et niveau fondamental, lors de nos débats avec Madame le ministre, nous avons souhaité qu'on assainisse notre secteur. Parce que maintenant, là, chaque fois, on ne parle que de la prolifération d'écoles, etc., etc. Et même nous, promoteurs, nous sommes confus face à cette situation. Parce qu'en 2018, il y avait 1443 établissements secondaires. Ça, c'était jusqu'en 2018. Privé. Cette année, nous avons demandé maintenant qu'on nous donne la liste des établissements privés qui sont fonctionnels. La liste qu'on nous a donnée, ça fait une liste de 2532 établissements. 2532 établissements. Et tout récemment, il y a l'inspection générale, à travers les IPRES, les académies aussi, ont eu à faire des trucs d'éligibilité, où ils sont allés sur le terrain des établissements qui avaient été recalés, et les nouvelles créations aussi. Il y a environ 400 établissements encore qui viennent s'ajouter au lot. Donc vous voyez, de 2018, maintenant à 2022, le nombre, on risque d'avoir le double. Et quand vous regardez ça, là, vous allez vous poser la question, qui a signé tous ces actes-là? Ça, c'est le niveau secondaire général, technique professionnelle et les écoles agro-pastorales, pas le fondamental. Donc c'est pourquoi nous, on a dit, il faut qu'on arrive à assainir ce secteur-là. Mais je suis très heureux quand même de le dire, parce que Madame a accédé à cette requête. Parce qu'elle a même souhaité que... Madame la ministre de l'Éducation nationale actuelle, et elle a même dit, aidez-moi à assainir ce secteur-là. Nous avons dit, Madame, on va vous aider. Parce que si ça doit s'assainir là, c'est sur nous. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et que nous qui exerçons dans ce cadre-là. Donc si l'assainissement doit se faire, c'est dans nos rangs. Donc on est d'accord. On va vous accompagner et on va faire ce travail-là. Et nous avons commencé à faire ce travail-là. Et je pense qu'elle était en déplacement, elle est revenue. Il se pourrait qu'elle va nous demander, vous êtes à quel niveau par rapport à ce chantier que je vous ai demandé de faire. Malgré qu'on a donné des pistes de réflexion à leur niveau, nous, on pourra produire quand même, on pourra dire, nous sommes à tel niveau, etc. Donc c'est vraiment l'assainissement aujourd'hui dans ce secteur-là est nécessaire. Parce que les textes qui régissent l'enseignement privé, si vous exercez ce métier-là sans acte, c'est du pénal. Hein. Parce que l'école, là, ce n'est pas comme les autres secteurs d'activité. Hein. Et normalement aussi, pour être promoteur, il y a une enquête de moralité qui doit se faire. Parce que n'importe qui ne doit pas être promoteur. Or, aujourd'hui, c'est devenu un fourre-tout. Parce que les gens se sont dit, peut-être dans ce secteur-là, on peut se faire un peu d'argent. Donc nous avons tout, c'est-à-dire toutes les colorations, toutes les couches sociales sont là-dedans. Ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, des fonctionnaires, des militaires, c'est-à-dire on a tout le monde là-dedans. C'est inondé. Et nous, maintenant, on veut qu'on arrive à amener l'école vraiment dans son assiette. L'assiette, là,
c'est de la réglementation à travers l'assainissement. C'est ce que nous attendons. Abdul Kassoum, vous parlez d'assainissement dans le secteur des écoles privées, mais M. Sako, on constate ces derniers temps que les parents ont plus confiance aux écoles privées. Les parents aiment plus amener les enfants à étudier dans le privé, que ce soit à la maternelle jusqu'au niveau secondaire. Qu'est-ce qui expliquerait donc cette situation? Bien, un parent quand même, son bien le plus cher, c'est son enfant. S'il préfère aller vers le privé, c'est qu'il est convaincu que c'est là que l'enfant trouve son compte. Il n'y a plus de tranquillité, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de stabilité que dans le public. C'est pourquoi, bien que ça coûte cher, les parents d'élèves, tant qu'ils ont un peu de moyens, ils préfèrent aller vers le privé. Parce que, comme je l'ai dit, les raisons sont là. Et le moment où le public était stable, les années scolaires étaient plus normales, les cours se faisaient normalement, les apprentissages étaient de qualité. Mais c'était le bon moment pour amener ces enfants au public. Mais pour nous, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Le public n'est plus un espace de sécurité pour nous, parents d'élèves. Nous l'avons crié sur tous les toits. Dans les écoles publiques aujourd'hui, souvent on est obligé de faire appel à la police pour évacuer des élèves qui ont des comportements excentriques, ou bien qui fument, ou bien qui se droguent. On a eu tous ces cas. Donc un parent d'élève qui est informé de ce genre d'insécurité dans une école, il préfère amener son enfant ailleurs. La technique me signale qu'il nous reste 5 petites minutes pour clore cette émission. On ne peut pas parler de grève des enseignants sans toucher au fameux article 39. Monsieur Diassana, en 30 secondes, avant le dernier tour de table, où est-ce que vous en êtes avec ce fameux article-là? Voilà, avant d'aller avec cette question-là, la réponse à cette question... Rapidement, il ne reste que 4 minutes. Voilà, donc moi je dis déjà, si nos autorités aujourd'hui prennent leurs responsabilités devant l'opinion internationale, il faudra que, en réalité, les techniciens aussi exécutent l'ordre donné par celle-ci, en réalité, quoi. Et du coup, je dis, évitons la gestion partielle des problèmes. Allons-y avec la gestion réelle et profonde des problèmes pour qu'on puisse finir avec les petits problèmes et faire face aux grands problèmes du moment. Maintenant, par rapport à l'article 39, ça c'est au plan national. Je ne sais pas encore une fois de plus si je dois. Mais bon, je vais tenter de répondre quand même. Il y a des actions aussi qui sont prévues pour ça. Déjà, je ne vais pas dévoiler un secret. Dès demain vendredi, on a une réunion à la maison des enseignants. De l'enseignant autour de cette question-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'article 39? Ça veut dire qu'on ne l'a pas abandonné. Et on ne va pas l'abandonner. On a juste activé notre foi patriotique lorsqu'on a été victime des décisions inhumaines, injustes. Et voilà. Merci beaucoup, M. Diassana. Abdul Kassoum Touré, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quelle alternative pour une rentrée scolaire réussie? Bon, vous savez, nous n'avons pas le même statut que les syndicats. Au niveau des privés? Non, comme avec les syndicats. Quand l'État demande à ce que le privé ouvre, quelle que soit la situation, le privé est appelé à ouvrir. Mais dans un cadre partenarial, quand vous avez des problèmes, il est bon quand même de partager ça avec le partenaire. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à la une à Bamako? Ça, c'est le courrier que nous avons adressé à la tutelle pour demander le report de la rentrée scolaire au niveau du secondaire général technique professionnel et des écoles agro-pastorales pour le 17. C'est ce qu'il y a à la une. Nous n'avons pas touché leur programmation initiale qui concerne maintenant la maternelle, le premier cycle et le second cycle du fondamental. Mais nous avons dit pour le secondaire général de décaler ça de 2 semaines pour permettre à l'État de faire des efforts pour pouvoir nous soulager et qu'on ait une rentrée apaisée.
Madame n'était pas là, elle était en déplacement, elle est bien arrivée et nous avons souhaité passer de tout le temps qu'on a posé ce problème-là. Elle s'est investie dans ce sens-là pour qu'on on espère que ça va aller. Donc avec sa venue maintenant là, nous nourrissons l'espoir qu'elle va s'impliquer quand même pour activer ça. Et s'il y a une bonne diligence autour de ça là maintenant, ça va nous permettre quand même de faire une rentrée apaisée. C'est une demande, c'est une sollicitation. On demande le report. Mais le dernier mot revient à la tutelle. Les écoles privées demandent un report. Monsieur Daouda Sako, quelle alternative aujourd'hui pour une année scolaire réussie en 30 secondes? La satisfaction des doléances et assurer la sécurité dans les zones d'insécurité pour que vraiment l'école puisse reprendre normalement. C'est une rentrée qui est problématique. Le privé a moins de problèmes que le public parce que le privé ne construit pas n'importe où. Et vous avez vu les inspections qui couvrent le privé. Est-ce que ton école est dans le meilleur endroit? Est-ce qu'il y a tout ça? Non, mais le public, ils ont construit partout. Je vous prends au mot Daouda Sako, c'est une rentrée très problématique pour l'année scolaire 2022-2023 et sur ces mots que prend fin notre émission Le Grand Dialogue de ce soir qui réfléchissait comment se prépare la rentrée scolaire prévue le 3 octobre. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Diouara et Mamadou Ouattara. Grand merci à nos invités Abdul Kassoum Touré de l'Association des promoteurs des écoles privées agréées du Mali, Maki Diassana, membre de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre, Daouda Sako de l'Association des parents d'élèves du Mali. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.